Bonjour, bonsoir, comment nous est? J'espère que nous en forme. Et m'a enregistré pour ça, pour me voir pour nous. M'a déposé sur chaîne YouTube, hein. Et nous va visionner et puis, si possible, poser questions dans la rubrique euh, commentaires. Et c'est avec un peu de plaisir que m'a répondre aux questions que nous posons. Maintenant, nous sommes capables de faire des remarques et poser des questions. Donc, ce quoi. Juste avant de continuer avec ce chapitre qui a pour titre Métabolisme et bioénergétique, donc je vais faire un rappel. Donc, c'est concernant la réaction endergonique et la réaction exergonique. Donc, il faut se rappeler que gonique signifie travail. Donc, une réaction exergonique, c'est une réaction qui n'a pas besoin d'un apport externe d'énergie pour se démarrer. Donc, la réaction se fait sans apport externe d'énergie. Et cette réaction, c'est une réaction spontanée mais qui n'est pas obligatoirement instantanée. Ok? Donc, la réaction est spontanée et irréversible. Ok? Quand on dit une réaction est exergonique, c'est une réaction au cours de laquelle il y a libération de l'énergie, mais une partie de cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs, est utilisé pour faire un travail. Donc, ce travail peut être un travail mécanique, comme la contraction musculaire, ou un travail chimique, OK? Comme par exemple la synthèse de liaison peptidique ou encore phosphodiester, ou encore chimie osmotique. OK? Chimie osmotique. Voilà. Donc, il y a différents types de travail qui peuvent être réalisés à partir de l'énergie et d'une réaction. Donc, la réaction est dite endergonique. C'est une réaction qui nécessite un apport externe d'énergie pour se dérouler. Maintenant, c'est une réaction qui est thermodynamiquement impossible. Donc, cette réaction, pour qu'elle soit possible, doit être couplée à une réaction exergonique. Donc, la réaction exergonique va libérer de l'énergie. Donc, une partie de cette énergie va être utilisée pour faciliter le déroulement de la réaction endergonique. OK? Et l'autre partie de l'énergie donc, va être utilisée pour chauffer la cellule, pour chauffer l'organisme, pour maintenir la température de l'organisme à un niveau constant. Maintenant, ce que nous avons également dit, c'est que l'énergie libre de Gibbs permet de comprendre, de dire dans quel sens la réaction a évolué. Mais cette énergie ne prédit pas la vitesse de la réaction. Et c'est pour cette raison qu'on avait dit qu'une réaction exergonique peut être instantanée ou non instantanée. Donc, la réaction peut se faire tout seul, mais sans pour autant être démarrée automatiquement. Donc, on est capable de mettre réactif en présence, oui, son réaction exergonique, mais par contre, réaction la prend un pile de temps avant qu'il y abouti à produire. Ouais, donc la vitesse de la réaction est lente. Donc maintenant, l'énergie libre de Gibbs ne fournit aucune indication en ce qui a trait à la vitesse d'une réaction.
OK. Maintenant, c'est l'énergie libre d'activation, delta G dièse, qui va fournir l'information nécessaire à la vitesse de la flèche. Maintenant, c'est ce qu'on a dit ici. La delta G, enthalpie libre ou énergie libre de Gibbs, dit dans quel sens a lieu spontanément une réaction. Combien de travail elle fournit, mais elle ne dit pas à quelle vitesse cette réaction a lieu. Donc, la vitesse d'une réaction dépend de l'énergie libre d'activation delta G dièse, qui correspond à un état de transition. Cet état de transition correspond aussi à une barrière énergétique. On peut dire aussi que c'est un obstacle énergétique. OK? C'est un obstacle énergétique. Et c'est cet obstacle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Si l'obstacle peut être franchi rapidement, la réaction sera rapide. OK? Mais si l'obstacle donne du fil à retordre, donc les molécules ne peuvent pas l'atteindre. OK? Donc, la réaction sera lente. OK? Donc, la vitesse d'une réaction dépend de l'énergie libre d'activation delta G dièse, qui correspond à un état de transition, d'énergie libre supérieure à celle de l'état initial. L'état de transition a une énergie libre qui est supérieure à l'état initial. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les réactifs se trouvent au sommet et au pied de la montagne. L'état de transition se trouve au sommet. Est-ce que vous voyez le positionnement? Donc, les réactifs se trouvent au pied de la montagne et puis les, vous avez l'état de transition. OK? L'état de transition correspond à ce qu'on appelle en chimie un intermédiaire réactionnel. OK? Voilà. Donc, l'état de transition correspond à ce qu'on appelle en chimie un intermédiaire réactionnel. Par exemple, un carbocation. OK? Un carbocation. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'état initial. Maintenant, voici ici ce qu'on appelle l'état de transition. OK? Donc, cet état de transition, c'est un obstacle. OK? Maintenant, pour passer du pied de la montagne au sommet, donc pour certains réactifs, il fait ça plop, plop. OK? C'est rapide, vite qui monte. À ce moment, la réaction a fait vite. Mais pour d'autres réactifs, ils sont capables de monter, oui, mais après un temps. C'est comme si nous et on essaie de vous formuler de notre façon. Imaginez que là, tu as des enfants, des adolescents de 15, 16 ans. Quand monter mon ça là, rapide là, on peut un couscous, on monte mon arrivé en l'air. OK? Donc là, vous voyez, donc il y a un état de transition. Hein. Donc ça veut dire que l'air arrivé en l'air, il chauffe, OK, sans il chaud, et puis qu'on a là, il y a descente là, c'est facile. Maintenant, au même endroit, au pied de la montagne, vous avez des adultes de 70 et 80 ans. Vous mettez là, et puis pour monter montagne là. Est-ce qu'il a monté à la même vitesse que adolescent de 15-16 ans, non? Est-ce que vous voyez? Donc, il a monté
Donc, yo ka monte pour corps yo, sans que yo pas besoin de pousser yo. Mais cependant, il prend beaucoup plus de temps par rapport à des petits jeunes yo. Mais il y a deux moun qui wap mette là, yo pas capable de monter. Est-ce que vous comprenez? Yo pas capable de monter, par conséquent, il y a besoin de monde qui pour bailler et on appui, on support pour capable de monter. Donc, si jeunes yo, son réaction spontanée, mais qui est rapide, et 70-80 ans qui montent sans support l'autre monde, c'est aussi une réaction spontanée, mais qui est lente. Et puis, l'autre monde yo même qui peut-être gagne même l'âge, mais qui gagne une forte douleur articulaire, qui pas capable de monter sans que on ne pas aider yo, même c'est une réaction endergonique. Ouais, endergonique qui besoin support en l'autre monde, exergonique rapide, exergonique lente. Ouais, c'est que nous sommes capable de dire, et spontané, instantané, spontané, non instantané. OK? Maintenant, c'est ce qu'on explique ici. Je ne vais pas prendre le même schéma ça pour m'expliquer, non, ça, je vais t'expliquer là à travers le schéma que je fais là. Donc, ici, on a les réactifs. Ouais, les réactifs, c'est A plus B. Donc, ici, on donne l'énergie libre de A plus énergie libre de B. Ici, on a les produits, énergie libre de C plus énergie libre de G. Donc, c'est la somme. Donc, maintenant, ici, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Si, regardez bien, c'est que les réactifs, c'est en gris, les produits, c'est en bleu pâle, mais l'état de transition, regardez, dans l'état de transition, il y a à la fois bleu, gris, gris du côté des réactifs, bleu du côté des produits. Donc, c'est-à-dire que entre les deux. Donc, l'état de transition, c'est comme c'est une combinaison, c'est un produit qui est entre eux, c'est un intermédiaire réactionnel donc, qui entre les deux. C'est comme si vous avez des liaisons qui sont en train d'être rompues et en même temps, vous avez des liaisons qui sont en train d'être formées. Processus simultané. Liaison et à disparaître pour qu'on finisse disparaître net, et puis liaison à former mais pour qu'on finisse former net. Donc, delta G dièse, qui c'est l'énergie libre d'activation, donc est supérieur à 0, donc c'est endergonique. Cela signifie que molécules yo gagnent deux choix. Les réactifs, soit yo même yo capable de dégager propre énergie par yo pour atteindre delta G, ou bien c'est énergie pour yo capable de là-dedans. Donc, delta G dièse, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre d'activation. C'est une barrière énergétique, c'est un obstacle énergétique qui détermine la vitesse de la réaction. Maintenant, une fois que les réactifs atteignent le sommet, la descente pour donner les produits, c'est facile. OK? C'est pratiquement facile. Qu'est-ce qu'on dit là? Donc là, c'est expliqué, oui, c'est expliqué ça, on a dit là. Mais avec l'illustration de la montagne, donc je suis certain que vous comprenez. La vitesse de la réaction est inversement proportionnelle à delta G dièse. Mais regardez bien. Maintenant, si delta G dièse est faible, plus delta G dièse est petite, plus la vitesse sera grande. Plus delta G dièse est grande, plus la vitesse sera petite. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait nous dire que delta G dièse, c'est une barrière énergétique. Les molécules qui peuvent atteindre cet état de transition
et être transformées sont celles qui sont suffisamment excitées lorsqu'elles sentent un choc. N'oubliez pas que donc molécule, donc une a frappé avec l'autre énergie cinétique. OK, maintenant, si ces chocs, par contre, latéral, frontal, permettent que vous dégagez suffisamment d'énergie pour atteindre l'état de transition, donc réaction en fait spontanément. Dans la cellule, en mettant en présence l'un de l'autre les substrats de façon adéquate, quand on dit de façon adéquate, c'est-à-dire euh, peut-être c'est stoichiométrique, les enzymes abaissent l'énergie d'activation qui les sépare de l'état de transition. Alors, l'un des rôles des enzymes, c'est d'accélérer la vitesse de la réaction. Et par quel mécanisme? C'est en abaissant l'énergie d'activation. Je vais prendre un exemple. C'est comme si nous gagnions un enfant, nous avons fait jouer avec elle, et puis nous mettons en corde et dans le niveau ça, pour le sauter. OK? Donc, l'enfant est ici. On va essayer de faire un petit tour. Voilà. L'enfant est là. OK? Mais chaque fois arrivé là, oh, il n'est pas capable. Voilà. Chaque fois arrivé là, sauter, mais côté le OK? Donc, ça, c'est code là qui marine à deux poteaux. Est-ce que nous, ouais, mais code là qui marine à deux poteaux. En fois, l'autre tentative encore, et il touche code là, mais il n'est pas capable de passer. Mais finalement, le nous, ouais, ça, que ça nous fait. OK? Comme il va dans la compétition, c'est je vais la jouer. Eh bien, qui ça nous fait? Eh bien, nous allons, nous prendre code là, nous mettons code là, il bat. Et puis, qui ça passe? On a là, pap, il finit, et puis voilà, il saute code là. Donc, ça nous fait nous baisser code là. Pas oublier que code là, il représente un niveau énergétique. Donc là, c'est un niveau énergétique qui est atteignable pour l'enfant, mais lorsque il est là, il n'est pas atteignable. Donc, monde qui prend code là, qui met le niveau qui est atteignable là, eh bien, c'est enzyme là. Donc, l'enzyme, son rôle, c'est d'abaisser l'énergie et d'activation, l'énergie libre d'activation, de manière à faciliter et réactifier et pour atteindre plus vite. Donc, enzyme n'a pas bail énergie. Si réaction a besoin d'énergie pour le faire, et enzyme n'a pas bail, enzyme n'a pas là pour bail énergie. Enzyme n'a là pour diminuer les barrières énergétiques là et faciliter réactif à atteindre plus vite. Donc, la barrière de l'énergie libre d'activation est essentielle à la vie. Sans elle, les molécules complexes riches en énergie libre, comme par exemple les protéines, l'acide nucléique, se décomposeraient rapidement. Donc, c'est un élément très important parce que ça empêche ces macromolécules donc, de décomposer spontanément, rapidement. Est-ce que vous comprenez? Donc, et voilà. Donc, rappelez-vous que l'énergie libre de Gibbs est seulement indiqué le sens dans lequel la réaction se déroule, alors que l'énergie libre d'activation, c'est le même qui détermine la vitesse réaction. Donc, plus cette énergie libre d'activation est élevée, plus la réaction sera lente et plus elle est faible, basse, donc plus la réaction sera rapide. Voilà, nous poursuivons avec. OK, maintenant, on va parler de variation d'énergie libre de Gibbs et potentiel redox. OK? Donc, tout ça, nous, on a fait là, c'est pas pour Shelby à faire, c'est parce que, et lorsque nous allons faire voie métabolique, nous allons étudier les glycolyses,
et décarboxylation oxydative, on va aller étudier cycle de Krebs. Et là, nous parlons dans chaîne respiratoire mitochondriale, donc on parle de météo en application. Okay? Parce que la plupart des réactions, ça, c'est des réactions d'oxydoréduction. Donc, on a besoin d'éléments ça pour nous comprendre les réactions ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que le symbole de l'énergie libre, c'est delta G, et le symbole de l'énergie libre d'activation, c'est delta G dièse. Donc, on va parler de réaction d'oxydoréduction. Et à maintes reprises, nous parlons de ça et nous prenons exemple. Une réaction d'oxydoréduction, c'est la somme de deux demi-réactions, une réaction de réduction et une réaction d'oxydation. Et c'est des réactions au cours desquelles il y a transfert d'énergie, ok? Et une réaction à une autre. Et réaction, ça on mettait chaque demi-réaction, on mettait en jeu un couple redox. Et chaque demi-réaction, il y a un couple redox. OK? En aller. Donc, couple redox, ça, il est composé de quoi? D'un réducteur. Réducteur, là, c'est la forme la plus riche en électrons. C'est un donneur d'électrons, par exemple, du fer, aluminium, zinc, plomb. Ce sont des réducteurs, ce sont des donneurs d'électrons. Par exemple, alcool. Un alcool, c'est un donneur d'électrons. Un aldéhyde aussi, c'est un donneur d'électrons. OK? Est-ce que vous voyez? Alcool, donneur d'électrons. Maintenant, l'alcool peut être oxydé en... L'alcool peut être oxydé en aldéhyde. OK? Donc maintenant, dans cette réaction alcool-aldéhyde, alcool-aldéhyde, donc qui est-ce qui est réducteur là? C'est alcool là. Parce que si vous regardez bien, alcool vers, on prend éthanol vers éthanol. Donc, dans éthanol, on a 6 hydrogènes, et puis dans éthanol, on a 4 hydrogènes. Donc, voilà, il y a une perte de 2 hydrogènes. Mais justement, une réaction d'oxydation se définit aussi comme une perte d'hydrogène. Et comme en chimie organique, biochimie, l'hydrogène va jamais aller sans électron, ou bien, depuis nous dire oxydation, toujours gain hydrogène. Donc maintenant, c'est comme si là, nous avons ces deux H qui perdu. Mais deux H ça, nous sommes capables de dire c'est deux H plus deux électrons. Pour décomposer de hydrogène là. Okay? Donc deux H plus deux électrons. Donc maintenant, ce couple, il est formé d'un réducteur, donneur d'électrons, et aussi d'un oxydant. Et c'est la forme la plus pauvre en électrons. Donc j'avais pris quel exemple? J'avais pris l'exemple du fer. Donc, si le fer métallique, c'est un réducteur, l'oxydant, c'est quoi? Mettez réponse en, en commentaire. Si le fer métallique, c'est le réducteur, donc l'oxydant associé au fer, c'est quoi? Donc, m'attendre réponse en commentaire en bas. Donc, l'oxydant, c'est un accepteur d'électrons. OK, voici. Donc, ici, on nous présente les deux demi-réactions. Là, on a un réducteur 1 qui cède un électron et qui est transformé en oxydant 1. Maintenant, le signe positif ici signifie qu'il y a un proton en plus du nombre des électrons. Donc, dans le réducteur, ici, il y avait autant d'électrons que de protons. OK, on a dit là, c'est sodium qui là, par exemple. Donc, il y a 11 électrons, il y a 11 protons. Maintenant, si le réducteur cède un électron, donc il va arrêter et on 10 électrons avec 11 protons. Donc, quand on fait 10 et s'il perd un électron, donc si on fait 11 plus, c'est-à-dire 11 protons, 11 plus, et, et puis et plus, et 11 10 moins. Moins ça, c'est pour électron, donc ça bat nous, et plus. Voilà, donc signe positif là, c'est
indique qu'il y a un proton en plus du nombre des électrons. Donc, ça qui fait ça, c'est parce que bon électron qui est perdu. Donc, l'électron qui est perdu, il est accepté par un oxydant. OK? Pas oublier que c'est une réaction d'oxydoréduction. Oxydoréduction. Donc, il y a une oxydation, il y a une réduction. OK? Donc, ici, c'est l'oxydation. Là, on passe de 0 à plus 1. Il y a une augmentation du nombre d'oxydation. Mais là, il doit y avoir une réduction du nombre d'oxydation. Donc, il y a l'oxydant 2 qui va accepter un électron et se transformer en réducteur 2. Donc maintenant, on regarde le nombre d'oxydation. Donc ici, on a plus 1 et là, on a 0. Et quand on fait la somme, donc les électrons s'en vont, électrons à gauche, électrons à droite. Donc nous gagnons c'est réducteur 1 plus oxydant 2 qui va le ballon oxydant 1 plus réducteur 2. Voilà pour les deux demi-réactions. Maintenant, le potentiel redox, c'est quoi? Au potentiel de réduction, E 0 prime. Alors là, depuis nous prime, nous 0, c'est que nous avons condition standard. On fait pH égale à 7. Donc, d'un couple d'oxydo-réduction, AH2 sur A ou BH2 sur B. Voilà, je crois que c'est l'oxydant qui est en premier. Et ça devrait être A sur AH2 ou bien B sur BH2. Donc, les mesurer et l'affinité pour les électrons. Le potentiel redox d'un couple d'oxydoréduction mesure l'affinité, son affinité pour les électrons. Au cours de la réaction d'oxydoréduction, des électrons sont transférés d'un couple à l'autre. OK? Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, les électrons sont transférés de quel couple? Du couple oxy 1 sur red 1 vers le couple oxy 2 sur red 2. OK? Voilà. Donc, maintenant, du réducteur le plus fort à l'oxydant le plus fort. OK? Réducteur le plus fort à l'oxydant le plus fort. Très bien ça? Oui? Donc, le transfert d'électrons s'effectue du réducteur le plus fort à l'oxydant le plus fort. Donc, ça qui arrive que gagne plusieurs oxydants dans le milieu. Ça qui arrive que gagne plusieurs oxydants dans le milieu. Mais si gagne plusieurs oxydants dans le milieu, réaction qui doit faire avec un oxydant qui est plus faible. Mais par contre, la réaction va continuer jusqu'à ce que l'oxydant qui est plus fort là, eh bien, il joigne l'électron. Parce que l'oxydant qui est plus faible là, il recevoir l'électron là, transformé en réducteur. Eh bien, réducteur, ça va réagir avec l'oxydant qui est plus fort là. OK? Est-ce que nous là? N'oubliez pas, les questions, donc mettez en commentaire et puis, questions même que vous me posez, nous, on a réponse, la bonne réponse dans les commentaires. Ici, le couple 1 est plus réducteur que le couple 2. Voilà, voilà, le couple 1. Couple 1 ici, c'est oxy 1 sur red 1, parce que c'est les mêmes qui fournissent les électrons. OK? On évalue la force réductrice d'un couple redox donné. OK? Red 1 sur oxy 1 en comparant son potentiel d'oxydoréduction au potentiel redox standard E0, condition standard. OK? C'est-à-dire au laboratoire, on n'est pas dans le système vivant, pour que nous avons contrôle concentration substrat.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compare son potentiel E0 à celui du couple redox de référence de H plus sur H2. De H plus sur H2, donc, il est capable de gagner valeur 0, ok? Tout comme il est capable de gagner valeur, c'est me semble 0,41 ou bien moins 0,41 dans le système vivant. Maintenant, le potentiel redox E0 du couple de H plus sur H2 est par convention égal à 0 volt dans les conditions standards. Ouais, donc, concentration réducteur, concentration du proton, c'est 1 mol par litre. La concentration de, donc la pression du gaz d'hydrogène, c'est 1 atmosphère. Ok, c'est 1 atmosphère. Maintenant, si le couple est plus réducteur que le couple de H plus sur H2, alors son potentiel redox E0 est négatif. OK? Donc, pour nous-mêmes qui faisons l'électrochimie, c'est un rappel, mais pour vous autres, donc c'est de nouvelles notions. Donc, si le couple est plus réducteur que le couple de H plus H2, alors son potentiel redox est négatif. OK? Et plus le potentiel est négatif, c'est plus le couple est réducteur. OK? Donc, c'est plus, il y a tendance pour le céder des électrons. Et comprendre bien. L'échelle de l'électropositivité commence par quoi? K, Na. Il commence avec quoi? Avec potassium, sodium. Donc, potassium, sodium sont de puissants réducteurs. OK? Donc, nous cédons facilement un électron. Et ce là on cède facilement un électron. Donc, il commence avec Kana, K manger. OK? Donc, K, c'est premier K, c'est potassium. Na, K, Na, K. Deuxième K, c'est calcium. Si le couple est moins réducteur que le couple de H plus H2, alors son potentiel redox est positif. Donc, ici, la référence, c'est DH plus H2. Donc, quand vous avez le potentiel redox d'un couple, il faut comparer ce potentiel à celui du couple hydrogène, donc pour déterminer si il est plus, s'il est plus réducteur ou moins réducteur. OK? Voilà, ici, et couple plus réducteur, potentiel redox standard inférieur à 0. Couple redox moins réducteur, potentiel supérieur à 0. Potentiel supérieur à 0. Là, il y a gain d'électrons. Donc, ici, il y a perte d'électrons. Ouais. Donc, inférieur à 0, il y a perte d'électrons. Donc, ici, il y a gain d'électrons. Et puis, le couple redox de référence, donc c'est H plus avec d'hydrogène. Maintenant, à pH égale à 7, on est où ça? On est dans les systèmes vivants. pH égale à 7. Donc, pas même, est-ce qu'on est dans les systèmes vivants? Parce que c'est toujours les conditions standards. 0 prime, c'est les conditions standards. Donc, avant, peut-être on était à pH égale à 0, mais là, c'est pH égale à 7. Donc, on substitue E0 prime. Donc, prime, c'est pour pH égale à 7. Donc, si 0 ça là, ou bien degré ça, c'est pour conditions standards. Donc, le couple de H+,
OK? Le couple de H plus passe à E0 prime égale à moins 0,42 volts. Donc, alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que le potentiel dépend du pH. Et c'est très important à noter. Donc, ouais, le potentiel dépend du pH. OK? Donc, le potentiel dépend du pH. Donc, alors, on démontre hors des conditions standards que E égale à E0 prime plus RT sur N, nombre d'électrons échangés, nombre d'électrons transférés. F, F, c'est Faraday, égale à 96,7 kJ moins 1 mol moins 1. Et puis Ln, la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur. OK? Voilà. Donc là, et qu'est-ce qu'on dit ici? Donc la connaissance de E0' des couples redox permet de les classer sur une échelle redox. Par convention, le potentiel redox se réfère à la demi-réaction oxydant plus électron égale à réducteur. Donc, on va voir dans notre slide le thermomètre redox de quelques couples. Maintenant, à partir du potentiel redox, on peut calculer delta G. Avec on a regardé qui relation qui y a entre delta G et le potentiel redox. Maintenant, voici ce qu'on a démontré. Donc, delta G, OK, on peut passer ça, l'égal à moins NF delta E. Donc, si on connaît la différence de potentiel redox entre deux demi-réactions, OK? On connaît la différence de potentiel redox entre deux demi-réactions. On connaît le nombre d'électrons échangés et on a la constante de Faraday. Donc, on peut calculer delta G et à partir de ce moment, dire si la réaction est endergonique et exergonique. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Dans toute ça, là, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, delta G égale à moins NF delta E. Donc, avec le potentiel redox de deux demi-réactions, donc on peut alors déterminer si la réaction est exergonique ou si la réaction est endergonique. OK? Voilà, ici, on a RED 1 qui est associé avec oxydant 1. Donc, ça, c'est E1, potentiel redox 1. Donc, à chaque demi-réaction est associé un potentiel redox. Donc, demi-réaction 2, potentiel redox 2. Donc, maintenant, delta E, donc c'est l'état final moins état initial. Donc, c'est delta E moins, c'est E moins E2 moins E1. Donc, avec delta E, donc on peut calculer si la réaction est endergonique ou exergonique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Donc, puisque ici, on a un signe négatif, ouais. Donc, maintenant, c'est delta E qui va déterminer si delta G est supérieur ou inférieur à 0. Donc, si le couple 1 est plus réducteur que le couple 2, alors delta E est positif. Est-ce que nous, ouais? Si le couple 1, voici le couple 1, est plus réducteur que le couple 2, est-ce que nous là? Alors delta E est positif et la réaction a lieu
de la gauche vers la droite. Comment nous expliquer ça? Donc, pour un couple capable plus réducteur que un autre couple, la bande delta E qui est inférieure, ok? La bande delta E qui est inférieure, pas oublier que et la référence, c'est la référence et dans les conditions standards, c'est H, 2H plus sur H2 est égal à 0. Donc, si le couple est plus réducteur, que le couple est 2H plus sur H2, donc la bière en valeur qui est inférieure, ok, qui est inférieure à 0, mais par contre, si le moins réducteur, la valeur qui est supérieure à 0. Maintenant, si on a par exemple, on a delta E. Donc, si le couple 1 est plus réducteur, cela signifie que, donc delta, regardez bien, oui, delta E1 a bien une valeur qui est capable négative. Ça dépend de qui côté couple placé dans le thermomètre et le potentiel redox. OK? Donc, ce qui est important, c'est que delta U est inférieur à delta E. Donc, si le a une valeur négative, regardez bien, si le a une valeur négative, donc là, toujours en valeur positive, OK? Là, toujours en valeur positive. Et si le a une valeur positive, OK? Donc, et delta U est toujours supérieur. Voilà, donc, quel que soit le cas de figure que nous considérons là, delta E a positif. Et si delta E, regardez bien, hein, si delta E est positif, suivons bien, excusez-moi, si delta E est positif, donc partie ça la négatif, c'est-à-dire que delta G est inférieur à 0. Donc si delta G est inférieur à 0, la réaction est dite exergonique et par conséquent, il est de déplacer de la gauche vers la droite. C'est une réaction spontanée. Si le couple 1 est moins réducteur que le couple 2, cela veut dire quoi? Moins réducteur, c'est-à-dire que les gagnants potentiel redox qui est supérieur à couple 2, alors delta E est négatif et la réaction a lieu de la droite vers la gauche. Donc, c'est une réaction qui est endergonique. OK? C'est une réaction qui est endergonique et à ce moment, delta G est supérieur à 0. Donc, au cours des réactions d'oxydoréduction, les électrons sont transférés du couple redox dont le potentiel redox est le plus faible, c'est-à-dire le réducteur le plus fort, vers celui dont le potentiel est plus fort, donc oxydant le plus fort. OK, voilà, et notre thermomètre et du potentiel redox. Voilà, donc c'est-à-dire, vous voyez bien, donc réducteur le plus fort en aller, donc réducteur le plus fort, on a bien descendre. Donc ici, on a oxydant, oxydant et qui est plus fort là. Donc maintenant, ça me d'a expliqué tout à l'heure, c'est que on a dit et pas oublier que l'oxygène, c'est l'accepteur final. Ah, on va retourner avec ça encore. L'oxygène, c'est l'accepteur final. Eh bien, électron, avant d'arriver vers l'oxygène, s'il vous plaît, il passe dans cytochrome C. Il passe dans succinate et cétoglutarate. Il passe aussi dans ce couple, voilà, ce couple, c'est ce couple, il passe dans fumarate succinate. Ouais, donc, si oxygène dans le milieu, cytochrome C dans le milieu aussi, mais c'est oxygène qui est plus apte à recevoir les électrons parce que c'est lui-même qui est le plus oxydant. Donc, réaction capable faite avec cytochrome C, mais quand cytochrome C reçoit les électrons, il va le transformer en réducteur. Par conséquent, réducteur que nous jouons à partir de cytochrome C, on va réagir avec oxygène qui est oxydant.
Voilà, donc là, vous voyez, donc l'oxydant, c'est l'accepteur final des électrons. Donc ici, c'est, voilà, électron, il va sortir où ça? On a ici Na, par exemple, est-ce qu'on n'a pas mis? OK, ici, on a NAD+. On a NADH+. N'oubliez pas que NAD+, NADH+, te recevoir des électrons et nan men glucose qui t'a oxydé. Donc, les électrons de NAD+, de NADHH+, eh bien, ces électrons vont être transférés à l'oxygène. Mais avant électron, ça va passer dans l'oxygène, il y a passé dans mes fumarate succinate, il y a passé dans mes coenzyme Q, il a passé dans mes cytochrome C. Là, on est au niveau des complexes et mitochondrial jusqu'à ce que accepteur final la recevoir qui c'est et l'oxygène qui va le transformer en eau. Donc l'oxygène, vous voyez, c'est l'oxydant le plus fort. OK, l'oxydant le plus fort. Donc la pour recevoir électron dans mes réducteurs qui plus fort. C'est comme ça et bah ça au marche. Voilà, donc pour terminer cette séance, donc, nous gagnons là un exemple. Alors, exemple d'apprendre. C'est exemple d'apprendre que vous mettez là. Donc, nous gagnons NAD+, nicotinamide, adénine, dinucléotide, qui réagit avec des H+ et deux électrons. Donc, pas oublier que ces électrons ont été prélevés sur le glucose. Donc, l'oxydation du glucose, c'est lui-même qui prend le bail électron, ça, parce que l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, comme les électrons ne doivent pas circuler librement dans l'organisme, donc ils sont pris en charge par des coenzymes transporteurs d'électrons. Donc, le NAD+, c'est un coenzyme d'oxydoréduction, c'est-à-dire un coenzyme qui transporte des électrons provisoirement, transitoirement. Donc, transporter d'un substrat à un substrat. C'est un véhicule. OK, maintenant, quand NAD+ accepte les électrons et les deux protons, donc il est transformé en NADHH+. Donc, NADHH+, donc c'est la forme réductrice, c'est-à-dire qu'il gagne électron, il cabane électron, alors que ici, c'est la forme oxydée, donc il gagne un déficit électronique, donc il peut recevoir électron. Maintenant, le potentiel redox ici, NAD+ sur NADH, qui ça le bail, c'est moins 0,32 volts. OK? Moins 0,32 volts. Maintenant, si nous comparons avec le couple 0, le couple A2H+ sur le couple de H+ sur H2, qui c'est moins 0,41. Donc, qui est-ce qui est plus fort? Donc, ce couple est plus fort. Donc, cela signifie que donc, le couple de H+ sur H2, donc, il y a un potentiel qui est plus faible. Oui, il y a un potentiel qui est plus faible, donc plus réducteur. C'est ça? Et justement, donc moins 1 est plus fort que moins 2. Moins 1 supérieur à moins 2. Donc, c'est-à-dire que si on a moins 0,32, donc moins 0,32 est supérieur à moins 0,41. OK? Donc, c'est supérieur à moins 0,41. Donc, cela signifie que, bon, regardez là, mon tableau, est-ce que je me trompe? Même pas trompé, mes amis. Pas trompé, non? Non, pas ouais, mais ça m'a dit là, oui. Moins 0,32, moins 0,42. Donc, c'est-à-dire que le couple de H+H2 est plus réducteur que ce couple. Donc, c'est-à-dire que le couple, ça, il est capable de en bas électron. OK? Voilà. Donc, je ne me trompe pas. OK? Donc, on va descendre. OK, maintenant, alors, ce qu'il faut savoir que ces électrons proviennent du glucose.
par exemple. Ces électrons et cet atome d'hydrogène proviennent du glucose. Donc, s'il vient du glucose, cela signifie quoi? C'est que le glucose est plus réducteur que ce couple. Ouais. Le glucose, acide pyruvique, par exemple, donc il est plus réducteur que ce couple. Le couple qui est plus réducteur là, c'est les mêmes qui vont. Donc, ici, il y a un gain d'électrons. Il y a un gain d'électrons. Ouais, c'est un gain d'électrons. Donc, électron, ça va sortir quelque part. Maintenant, le NADHH+, lui-même, là, il prend l'électron qui côté le va le transférer, il va le transférer dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Et le biquinone, c'est un accepteur d'électrons. Donc là, c'est, regardez bien où. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le NADHH+, qui c'est un réducteur fournisseur d'électrons, qui va le transférer l'électron à un biquinone, un transporteur mobile. Donc, voici le biquinone qui reçoit les deux électrons et les deux protons, nous les mêmes qui transformés en UQH2, qui a un potentiel redox 0,045 volts. Donc, c'est-à-dire que qui est un oxydant. Parce que le potentiel redox qui est plus faible, donc il correspond à un réducteur qui est plus fort là. OK? Il correspond à un réducteur qui est plus fort là. Ah bien, on regarde le bilan. Bilan, il est qui ça? Et bien, c'est NADHH+. OK? Donc, il va nous NADHH+, plus UQ. OK? Donc, il va nous NAD+, plus UQH2. Donc, ici, on a réducteur vers oxydant. Et puis, on a oxydant, donc réducteur. Donc, pas oublier qui est-ce qui a électron, c'est NADHH+, qui a électron. C'est NADHH+, qui gagne électron pour bail. Le NAD+ reçoit des électrons de glucose. OK, mais ici, on est au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, NADHH+, c'est lui-même qui gagne cette capacité pour la porter électrons au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Mais elle arrive dans la chaîne respiratoire mitochondriale, là, lui-même laissé des électrons à une biquinone. Donc, c'est pourquoi on a mis NADHH+ ici. Donc, c'est-à-dire que les bails électrons à une biquinone. OK? Maintenant, le bail électron à une biquinone, il retourne transformé en NAD+, qui pourra continuer à recevoir électrons dans le glucose, et puis UQ et biquinone même transformé en UQH2. Donc, il réduit. Voilà, réduit, oxydé, oxydé, réduit. Maintenant, quand on compare, quand on fait la delta E, c'est-à-dire la différence de potentiel redox, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, nous joignons plus 0,365 volts. Maintenant, on va appliquer. Et qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la formule qui te dit non, delta G égale à NF delta E. Donc, N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu. Il y a deux électrons. 96,5 kJ par mol, etc. Donc, ça, c'est Faraday. Et puis, delta E, on trouve moins 69,5 kJ par mol. Donc, c'est une réaction très exergonique, donc une réaction irréversible, spontanée. Irréversible, spontanée, exergonique. Donc, plus la différence entre les potentiels redox est élevée, plus l'énergie libérée par la réaction d'oxydoréduction est forte. OK? Mais différence là élevée. OK? Voilà. Donc, pour compléter cette partie, donc, si vous avez des questions, la posez dans les commentaires. Et si vous avez aussi des réactions, posez dans les commentaires. Donc, nous gagnons une question posée, nous. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. Donc, merci. Et on poursuivra avec les enzymes.